Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Voici les titres de cette édition. Le président de la République Alassane Ouattara a pris part hier mardi à Paris au sommet One Planet, sommet consacré à la lutte contre le changement climatique pour apporter des solutions concrètes locales ou globales dans la lutte contre le changement climatique. Le Fonds monétaire international FMI a accordé un prêt de 75 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire. Ce prêt, selon l'institution financière, va accompagner la solidité de l'activité économique du pays. La Commission électorale nationale du Libéria a fixé au 26 décembre le second tour du scrutin présidentiel entre l'ex-star du football, George Weah, et le vice-président sortant, Joseph Boakai, conformément à l'injonction de la Cour suprême à la Commission électorale. Voilà, nous vous le disions dans nos titres, le président de la République Alassane Ouattara a pris part hier mardi à Paris au sommet One Planet, sommet consacré à la lutte contre le changement climatique pour apporter des solutions concrètes, locales ou globales dans la lutte contre le changement climatique. Par ailleurs, ce sommet s'inscrit dans la dynamique de l'accord de Paris sur le climat à Ouattouré. La scène musicale sur l'île Séguin, près de Paris, ce mardi 12 décembre. Une soixantaine de chefs d'État et de gouvernement, au rang desquels le président de la République Alassane Ouattara, se sont retrouvés pour le sommet One Planet. Un sommet pour réaffirmer la force du collectif face à un enjeu aussi important que la lutte contre les changements climatiques. 2 ans après la signature de l'accord historique de Paris, il est temps, selon le président français Emmanuel Macron, de mettre en œuvre des actions concrètes. Ce One Planet Summit, c'est pour moi le début d'une nouvelle génération. Non pas un sommet où on va négocier une déclaration, mais un sommet d'abord où il y a les gouvernements. Il y a 127 États qui sont représentés. Où il y a les régions, les villes, où il y a les fonds souverains, les assurances, les banques, les philanthropes, et où il y a les entreprises privées, les ONG, la société civile, la jeunesse, les scientifiques, c'est-à-dire tous les acteurs de cette transformation. Et donc ce que nous devons faire, c'est très concrètement, chacune et chacun, expliquer les engagements que nous prenons fermement pour changer ce qui est devenu aujourd'hui comme une fatalité, pour choisir la vie et la planète qu'on va avoir. Pour le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, si l'accord de Paris a posé les bases de la lutte contre les changements climatiques, la finance doit aujourd'hui jouer un rôle déterminant. Le président du groupe de la Banque mondiale a pour sa part indiqué que les financements de son groupe vont désormais s'aligner sur les objectifs de l'accord de Paris. Jim Yong Kim a ainsi annoncé que la Banque mondiale ne financera plus les projets d'exploitation et de production d'hydrocarbures après 2019. Les participants, des acteurs publics, des philanthropes et des entreprises venues de partout ont pris une série d'engagements en vue de dégager de nouveaux financements pour sauver la planète. À Ouattouré, pour aider les plus pauvres des agriculteurs, notamment en Afrique, à s'adapter au changement climatique, la fondation Bill Gates a promis hier mardi en France de consacrer 315 millions de dollars, soit plus de 150 milliards de francs CFA pour soutenir la recherche en agriculture. Entre 2018 et 2020, cette somme sera investie dans la recherche pour sélectionner des semences de riz, de maïs ou de haricots qui vont résister à la sécheresse et à la chaleur. Au lendemain du sommet sur le climat, la France a réuni ce mercredi une vingtaine de dirigeants pour accélérer la mise en œuvre de la nouvelle force conjointe G5 Sahel. Cette réunion de soutien se tient à l'initiative d'Emmanuel Macron qui a jugé urgent de renverser la tendance au Sahel où les terroristes ont enregistré des victoires militaires symboliques ces derniers mois. Pour cela, le président français a convié ses homologues
du G5 Sahel, le Malien Ibrahim Boubacar Keïta, le Nigérien Mahamadou Issoufou, le Burkinabé Rochma Christian Kaboré, le Tchadien Idriss Déby Itno et le Mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz. À leur côté, des partenaires de la force commune, l'ONU, l'Union africaine, l'Union européenne, la chancelière allemande Angela Merkel et les chefs de gouvernement italiens Paolo Gentiloni et belge Charles Michel. L'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et les États-Unis d'Amérique y participent également. Tout à fait autre chose. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, a procédé ce matin à l'école de gendarmerie d'Abidjan à la remise de 50 véhicules tout-terrain aux unités d'intervention des forces armées de Côte d'Ivoire et de la gendarmerie. Cet important matériel roulant vient appuyer l'action de sécurisation menée par les forces armées de Côte d'Ivoire et de la gendarmerie. Des véhicules qui permettront également aux forces ivoiriennes de sécuriser les fêtes de fin d'année. Allons maintenant au deuxième grand titre de cette édition. Le Fonds monétaire international, la FMI, a accordé un prêt de 75 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire. Ce prêt, selon l'institution financière, va accompagner la solidité de l'activité économique de notre pays. Cheikh Koné Aboubakar. C'est dans le cadre de 2 accords que ce prêt a été accordé à la Côte d'Ivoire. Il s'agit en premier de l'accord sur la facilité élargie de crédit et le second accord qui porte sur le mécanisme élargi de crédit. Le but de ce prêt est d'équilibrer la balance des paiements de la Côte d'Ivoire et soutenir son plan national de développement qui a pour priorité d'atteindre une croissance inclusive. L'institution de Washington souligne que les solides politiques mises en œuvre par les autorités ivoiriennes dans le cadre du programme appuyé par le Fonds monétaire international ont contribué à asseoir la confiance des marchés financiers internationaux, ce qui a permis de mener à bien un second Eurobond en juin dernier qui a permis à la Côte d'Ivoire de récolter plus de 710 milliards de francs CFA. Le Fonds monétaire international estime par ailleurs que la croissance du produit intérieur brut du pays devrait rester supérieure à 7% sur la période 2017-2019 et les risques qui pèsent sur les perspectives sont globalement équilibrés. Toutefois, le FMI encourage les autorités ivoiriennes à accélérer les réformes structurelles. Pour rappel, ce prêt de l'institution de Bretton Woods porte le total des montants décaissés à environ 371,3 millions de dollars, soit 204,2 milliards de francs CFA. L'économie de la Côte d'Ivoire est en partie basée sur l'agriculture et pour mieux développer ce secteur, l'État a opté pour la formation depuis plusieurs années, entre autres écoles de formation agricole, l'école supérieure d'agronomie ESA de Yamoussoukro. Allons à la découverte justement de cette école avec Cheikh Koné Aboubakar. Ce matin, cours de marketing agricole dans cette salle de classe de 15 étudiants, tous en 3e année de spécialisation en agronomie. Dessous, quels sont les avis, n'est-ce pas, du tableau de bord? Je vais dire que le tableau de bord est un outil qui permet au manager d'avoir une vue générale sur ses activités. Nous sommes à l'École supérieure d'agronomie, ESA, l'une des 8 grandes écoles d'ingénieurs de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Créée en 1996 à la faveur d'une réforme, l'ESA est la fusion de 2 prestigieuses écoles de formation des cadres supérieurs dans les domaines des sciences agronomiques, à savoir l'ex-École nationale supérieure d'agronomie ENSA et l'Institut agricole de Bouaké, IAB. Le succès de ce pays repose sur l'agriculture et donc nous aussi nous disons que le succès de ce pays repose sur les ingénieurs agronomes. Et donc en 50 ans, ces personnes ont pu relever les défis du monde agricole. Dans un premier temps, c'est la souveraineté agricole. Ensuite, c'était donc les matières premières avec la question de la transformation. Depuis sa création, la mission de l'ESA est de répondre aux enjeux du développement agricole et agroalimentaire en formant les élites de la Côte d'Ivoire et de la sous-région. En 50 ans, l'école a formé 1000 ingénieurs agronomes de conception et managers d'entreprises agricoles qui ont joué leur partition au niveau national, sous-régional et international. Les étudiants que nous avons eus, qui sont devenus donc des hauts cadres de l'administration publique ivoirienne, des institutions internationales, je cite par exemple la FAO, la Banque mondiale et d'autres institutions importantes au niveau international. Chaque année, 300 étudiants intègrent l'école par voie de concours et sont formés aux métiers de l'industrie agroalimentaire, la production agricole, le management agricole, la foresterie, la gestion des exploitations agricoles. C'est le cas du jeune Nabioula Dosso,
qui intègre cette prestigieuse école après l'obtention de son baccalauréat série D. Il faudrait qu'on applique l'agriculture de façon à sortir du prototype dans lequel l'agriculture ivoirienne se trouve. On produit ce que les autres consomment et on consomme ce qu'ils produisent. Il faut qu'on arrive à changer la tendance. Nous consommons ce que nous produisons. Voilà, et ça, on a les moyens de le faire. Et je pense que c'est le prochain défi pour nous qui sont les futurs experts du domaine. Nabioula ambitionne de faire partie des nombreux cadres agronomes que compte la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, à 23 ans, il parachève son cycle ingénieur de conception en agronomie, option agribusiness. J'ai pour ambition de monter une entreprise de transformation d'alicaments pour d'une part permettre, d'abord les alicaments sont des aliments médicaments, donc ça sera pour permettre aux populations de se nourrir sainement. Mais par-dessus tout, j'ai un rêve qui est encore plus grand, c'est de voir une fois des Blancs dans leur pays faire un rang pour acheter à manger dans mon restaurant. Pour réaliser son rêve, Nabioula, comme la majorité des étudiants de l'école, se donne tous les moyens, de jour comme de nuit. Il faut qu'on soit très compétitif, parce que sur le marché, il y en a déjà qui sont bons marketeurs, qui sont bons managers, mais la différence, c'est qu'ils n'ont pas forcément le background que nous, on a pour exercer dans le domaine agricole. Donc voilà un plus, quoi. Donc l'agribusiness aussi vient répondre à cela. Et donc il faut travailler en chambre, à appliquer ce qu'on voit en classe partout. La riche expérience de la Côte d'Ivoire en matière de formation des ingénieurs agronomes est perçue comme l'un des leviers majeurs du moteur de croissance économique dans le développement de l'agriculture. Cette réputation a dépassé les limites des frontières ivoiriennes. Ainsi, chaque année, une cinquantaine d'étudiants d'autres pays entrent à l'école supérieure d'agronomie. Alissa Chichi, venue des Comores, en fait partie. La Côte d'Ivoire, pour moi, c'est un pays que son économie repose le plus sur l'agronomie. Donc je me suis inspirée sur cela pour venir faire ma formation en Côte d'Ivoire. Le secteur agricole dans mon pays n'est pas trop développé. On utilise beaucoup les instruments rudimentaires. J'aimerais apporter, suite à ma formation, j'aimerais apporter ma pierre au sein de mon pays afin de développer le secteur et puis d'enrichir, développer l'économie agricole. Après 4 années de formation, Anissa prépare son diplôme de cycle ingénieur de conception en agronomie. Dans un an, elle retournera dans son pays pour se mettre au service du développement du secteur agricole comorien. Des exemples comme celui d'Anissa sont légion avec la présence d'étudiants venus de plusieurs régions de l'Afrique. Une reconnaissance continentale qui a conduit l'ESA à revoir son offre pédagogique pour l'adapter aux nouveaux enjeux de l'agriculture. À ce niveau, l'école multiplie les partenariats avec les entreprises pour faciliter l'intégration professionnelle de ses futurs cadres. Chaque semaine, un point de départ en stage des étudiants est effectué par le comité de direction. Les entreprises vraiment préfèrent avoir des stagiaires venant de notre école par rapport donc aux résultats. Parce qu'il y a des entreprises qui nous donnent des retours de satisfaction de nos étudiants. Et ce qui simplifie effectivement la tâche pour replacer des étudiants dans ces mêmes conditions. Une innovation majeure et une offre pédagogique attrayante qui font de cette école d'élite le fleuron de la formation agricole de la Côte d'Ivoire et au-delà. Cheikh Konesh Aboubakar, le ministre Bruno Nabagneux Konesh a procédé au lancement des activités postales dans les zones centre, nord et ouest à travers l'ouverture officielle du bureau de poste de Kolia dans le département de Kouto. Kouto, c'est au nord de la Côte d'Ivoire, une occasion pour exhorter les populations à refaire confiance à la poste de Côte d'Ivoire. Léon Broukwame. Revoici la poste de Côte d'Ivoire à Koulia, département de Kouto. Une agence entièrement rénovée et équipée de 200 boîtes postales pour le service traditionnel du courrier. Aussi possible à partir de ce bureau, expédition et réception de colis, transfert d'argent, paiement de factures, achat et livraison de marchandises, épargne avec pour produit phare le terre-terre. Déposer de l'argent au jour le jour, c'est sécuriser déjà ses recettes, mais aussi faire ce qu'on appelle le cash-in, cash-out, c'est-à-dire émission, transfert d'argent en réception comme en envoi. À ces services modernisés s'ajoute le microcrédit de la Poste, désormais pont de jonction entre les citoyens et l'administration en cas de besoin d'actes administratifs. Des réformes pour soulager les populations, reconnaissent les cadres et le maire de Koulia. Pour autant, le ministre invite à refaire confiance à la Poste, l'environnement de ces opérations se voulant désormais plus sécurisé. Les postes dans le monde entier
aujourd'hui sont en train de se relancer et de se relancer très fortement. Elles se relancent parce qu'elles ont compris que le cœur de leur activité, c'est tout ce dont les populations ont besoin. L'ouverture du bureau de poste de Koulia signale la reprise des activités postales dans la région de la Bagoué depuis le redéploiement de l'administration marquant la fin de la crise de 2002, crise à la base de la fermeture des bureaux de poste des ex-zones centre, nord, ouest. À l'approche de chaque congé de Noël, l'école est souvent perturbée par certains élèves qui décident d'anticiper sur les congés fixés par le ministère de l'Éducation nationale. Cette année encore, certains essaient de remettre ce comportement indélicat. Ils sont interpellés depuis hier par la ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara. Les COJES sont aussi montés au créneau pour lancer un appel aux élèves qui perturbent les cours. Suite à la déclaration de Madame la ministre, nous sommes interpellés au plus haut niveau. En premier lieu, les parents. Et ces parents se doivent de se mobiliser autour de l'école pour qu'il y ait moins de perturbations, surtout au niveau de nos enfants. Leur donner l'éducation nécessaire, les sensibiliser pour que ces perturbations ne gagnent pas l'école, toute l'école ivoirienne. Parce que selon les dires de Madame la ministre, ce n'est pas toute l'école, c'est des endroits. Mais vous savez, l'effet de contagion aidant, tous les établissements risquent de rentrer dans la danse. Mais je voudrais interpeller ici, nous les parents, de prendre nos responsabilités face à cette dérive de nos enfants pour que la raison revienne dans les familles, dans les écoles et en Côte d'Ivoire. Les religieux aussi ne veulent pas que l'école soit perturbée. Ils demandent aux élèves de reprendre le chemin des classes. Nous les écoutons. Nous demandons à nos enfants de repartir à l'école parce qu'il va de leur avenir. Parce que vous savez que les parents ne font que du bien pour leurs enfants. Donc nous demandons à tous nos enfants de regagner l'école pour le bien-être de leur avenir et pour le bien-être de notre pays, la Côte d'Ivoire. Vous savez que c'est à l'école qu'on forge et qu'on forme et qu'on fabrique les citoyens de demain. Donc si l'école est troublée, c'est la nation qui récolte les conséquences et ça revient aussi à nos enfants parce que leur avenir est confisqué et vraiment c'est pas bon non seulement pour la nation et c'est pas bon aussi pour l'école ivoirienne. Je vous remercie. Autre information dans cette édition, l'Alliance bordelaise, organisation sous-régionale d'observation de la fluidité routière, et l'OFT, l'Office de la fluidité des transports, viennent de lancer à Boaké une caravane. Elle va les conduire à certains corridors de la CEDEAO. Léon Broukwame, RTI Boaké. Transporteurs et conducteurs routiers face à l'Office de la fluidité des transports et Alliance bordelaise, deux organisations de lutte contre les tracasseries routières. Objectif, évaluation des dernières recommandations contre les entraves à la circulation des personnes et des marchandises au corridor de l'espace CEDEAO. Sur la question des avancées dans les États membres, notamment en Côte d'Ivoire. Quand vous venez d'Abidjan, de Jesco jusqu'à Boaké, vous avez un seul point de contrôle qui est l'entrée sud de Boaké. Donc ça veut dire qu'on s'est bien amélioré, mais il y a toujours quelque chose à faire parce que les forces de l'ordre se sont repliés sur les voies secondaires. Encore des efforts pour la fluidité des transports des marchandises. Voilà qui explique cette caravane d'Alliance bordelaise et l'OFT. Au programme, contrôle inopiné du poids des camions de marchandises, des postes de contrôle et de l'identité des forces de l'ordre. Ces acteurs seront aussi sensibilisés aux bonnes pratiques en matière de transport. Sur un axe comme Noué, l'État a mis un scanner, le véhicule arrive, on peut passer dedans et on voit déjà quel est le contenu. Les zones où il faut ériger dans des parkings, il faut que les parkings soient dans des parkings intégrés. Il faut également améliorer donc le processus de manutention. Après Boaké, l'OFT, Alliance bordelaise et ses partenaires vont visiter au cours de cette caravane les ponts bascules et les corridors de l'espace CEDEAO, notamment ceux de Sikasso, Bobo Dioulasso et Ferkessédougou.
Les femmes de Côte d'Ivoire issues des différents syndicats de base et centrales se sont muées en réseau. Objectif, faire la promotion des femmes en milieu syndical et les emmener à croire au syndicalisme. Fidèle Aigné, Franck Quadio. Régime général de base. Les femmes de Côte d'Ivoire issues de différentes centrales syndicales et syndicats de base veulent être plus actives et jouer un rôle important dans le milieu syndical. Afin de mieux coordonner leurs actions et être plus efficaces, elles ont créé le réseau des femmes syndicalistes de Côte d'Ivoire. C'est une grande première en Côte d'Ivoire que toutes les centrales UGTCI, FESACI, Dignité, Inatraci, FO et la CGT puissent se retrouver pour mettre en synergie une unité d'action pour booster la syndicalisation de la femme. Nous sommes là pour faire en sorte que les femmes qui ont l'intelligence, ont la capacité de le mettre au service de nos syndicats de base et faire en sorte que le produit fini, c'est-à-dire le travailleur, soit efficace et efficient dans tout le secteur où il évolue. Synchroniser leurs actions et être au même niveau des formations permettra aux femmes de se faire entendre, selon Sadimata Porquet, médiatrice de la CEDEAO. Elles vont prendre leur bâton de pèlerin et aller faire la sensibilisation partout où cela se doit. Que l'État de Côte d'Ivoire puisse soutenir ces femmes syndicalistes parce qu'elles ont du travail à faire. Elles vont faire la sensibilisation sur la couverture maladie, elles vont faire la médiation pour la gestion et la prévention des conflits. Faire croire au syndicalisme à des femmes par des femmes, c'est tout le sens de cette fédération. Le bureau exécutif des femmes syndicalistes de Côte d'Ivoire a été installé. Un projet d'amélioration de l'employabilité de 304 personnes en situation de handicap a été lancé lundi. Coût de ce projet, plus de 140 millions de francs CFA. Il vise la formation et l'insertion de cette frange de la population dans les entreprises publiques et privées. Frédéric Oulaï, Franck Quadio. Sur près de 500 000 handicapés déclarés, seulement 1000 sont actuellement en activité dans la fonction publique ivoirienne. Un nouveau projet vient permettre aux autres et à ceux non encore déclarés d'avoir un emploi. 304 personnes pour la première phase seront formées et insérées dans le secteur privé. Ce projet d'amélioration de l'employabilité est mis en œuvre par le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Cette politique accorde une place de choix aux personnes en situation de handicap. Elle témoigne de la volonté du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale de bâtir une stratégie adaptée et cohérente de promotion de l'insertion socio-professionnelle des personnes dites vulnérables en vue de leur autonomisation socio-économique et partant leur bien-être social. L'aboutissement de ce projet est le résultat des plaidoyers formulés par la Confédération des organisations de personnes en situation de handicap. Elle souhaite davantage d'actions de la part du gouvernement. Les personnes handicapées ont du talent et des aptitudes nécessaires pour contribuer à la prospérité de vos entreprises. N'hésitez pas à leur ouvrir vos portes. Le secteur privé a quant à lui pris des engagements. Le projet d'amélioration de l'employabilité de ces 304 personnes en situation de handicap va durer 15 mois. Il est financé à hauteur de plus de 140 millions de francs CFA par le Fonds de développement et de la formation professionnelle. Les praticiens de la médecine conventionnelle et traditionnelle se sont rencontrés ici à Abidjan, au plateau, pour renforcer leurs capacités. Cette rencontre vise entre autres à mutualiser leurs compétences dans la lutte contre le VIH-Sida. Davis Oyo, Patricia Omouetia. Le VIH-Sida et la tuberculose, deux pathologies considérées comme un problème de santé publique. À elles seules, elles sont responsables d'environ 3 millions de décès chaque année dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé. En Côte d'Ivoire, le cas des perdus de vue inquiète. Entendez, les personnes touchées par ces pathologies qui arrêtent de suivre leur traitement ou ceux qui ne fréquentent pas les hôpitaux. Face à cette problématique, les praticiens de médecine conventionnelle et traditionnelle se sont rencontrés pour renforcer leurs capacités en vue d'élaborer des stratégies idoines. Il est donc question, après l'obtention de la loi, d'encadrer les praticiens de médecine traditionnelle, respecter les directives nationales en matière de lutte contre le VIH-Sida et la tuberculose. Dans cette rencontre, c'est un partage d'expériences et les encadrer pour mieux référer les cas qu'ils recevront dans les centres de consultation. Au regard de certaines stratégies adoptées par l'OMS, que chacun mène la lutte selon les normes en vigueur
et que les données soient également disponibles de façon exhaustive pour tous ceux qui interviennent dans le cadre de la lutte contre la tuberculose. La collaboration entre les praticiens de la médecine conventionnelle et traditionnelle vise à contribuer à la réduction du taux des perdus de vue et à l'amélioration des indicateurs de morbidité et de mortalité liés à la PER, VIH et tuberculose. L'association des femmes du Woroba vivant à Bouaké a reçu 10 millions de francs CFA pour le financement de ses activités génératrices de revenus. Ce soutien est de la part de la fondation Mayama, créée en 2014 à l'initiative du ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Abdul Kader Sogodogo Guédoumon, RTI Bouaké. Grand soulagement pour les membres de l'association des femmes du Woroba vivant à Bouaké. Elles bénéficient d'un chèque de 10 millions de francs CFA pour mener des activités génératrices de revenus. Une action de la fondation Mayama pour soutenir l'autonomisation financière de ces femmes. Nous avons comme objectif de venir en aide aux personnes en difficulté, plus précisément les femmes et les enfants. Nous aidons les femmes à entreprendre des activités créatrices de revenus et nous aidons aussi les jeunes filles à pouvoir poursuivre les études. Ce don, sous forme de prêt, va bénéficier à une cinquantaine de femmes qui constituent la première vague. Nous disons merci au ministre d'État Ahmed Bakayoko pour cette marque de générosité. Grand merci également au président de la République Alassane Ouattara. Que Dieu les bénisse. Les élus de Bouaké apprécient ce geste de portée sociale. Nous sommes tous contents. Nous sommes en joie et nous ne pouvons que dire merci aux donateurs, merci à la fondation et souhaiter longue vie à la fondation, souhaiter que le plus grand nombre de femmes puissent bénéficier de ce fonds. La fondation Mayama a été créée en 2014 à l'initiative du ministre d'État Ahmed Bakayoko en hommage à sa défunte mère Mayama. Son but est de venir en aide aux personnes vulnérables et en difficulté de toutes les régions de Côte d'Ivoire. L'organisation non gouvernementale Otaworo rend hommage à Nelson Mandela et Cheikh Anta Diop. L'œuvre et le combat de ces deux icônes étaient au centre d'un panel animé par des universitaires. Serge Colliard. L'Afrique a connu de grandes figures qui, par leurs actions, ont marqué le monde entier. Nelson Mandela et Cheikh Anta Diop font partie de ces personnalités de l'histoire du continent qui doivent inspirer les générations actuelles et futures. C'est la conviction des professeurs Seri Bailly, Aliou Mané et de l'enseignant-chercheur Josué Guebo. Principaux animateurs de ce panel, les trois conférenciers ont relevé l'humanisme, la culture de la paix et le respect de la liberté prônés par les deux hommes. Ce panel a été initié par l'ONG Otaworo pour la renaissance culturelle, la paix et le panafricanisme. Pour le président Serge Yanalbaye, il s'agit d'éclairer l'opinion. Cheikh Anta Diop et Nelson Mandela, culture africaine et humanisme, c'est le thème de cette conférence débat. La troisième édition du défilé de mode haute couture dénommé du rêve à la réalité a eu lieu au Radisson Blu Hotel d'Abidjan. Cet événement avait contribué à la promotion de la culture en Côte d'Ivoire. Patricia Obouetia. Un défilé féerique et coloré avec strass et paillettes. Reda Fawaz a dévoilé au public l'autre côté de son art. La magie s'est opérée avec la collection de patchwork en passant par l'extravagance du pagne, un défilé qui a associé raffinement et créativité. Différentes tenues de soirée et de sortie sont révélées au public. Le public est en joie et fier de découvrir le travail de plusieurs mois des créateurs de mode. Un défilé haute couture qui sert au créateur à fournir sa vision personnelle de la mode. Le rêve à la réalité est une promotion pour la jeunesse de la mode, de l'art et de la culture. Voilà. Et d'où ça fait au moins 5 ans que je me bats pour cela. Et aujourd'hui, nous sommes à la 3e édition. Et nous avons remporté quand même la meilleure Fashion Event 2017 qui était la 2e édition. Et je pense que ce soir, on aura un grand spectacle parce qu'on rend hommage à la jeunesse et on rend hommage à la culture africaine. L'émotion est à son comble lorsque le public découvre la collection 2018 de Reda Fawaz. Très beau défilé, un très beau spectacle. Nous avons découvert de nouveaux talents, notamment les élèves de l'école Michel Yakis.
J'ai apprécié le décor, la musique, tout y est. Ben, le défilé, franchement, j'ai adoré l'esprit de créativité. Vraiment, c'était novateur avec tout ce qu'on a vu comme d'artistique, c'est-à-dire la mode qui s'incruste dans le culturel. Vraiment, c'était un tout. Et franchement, j'ai apprécié cela. Plusieurs magiciens, acrobates, danseurs, jongleurs ont fait montre de leur talent, rendant hommage à l'Afrique, cette terre qui a fait de Reda Fawaz ce qu'il est aujourd'hui. L'événement aromatisé des senteurs, des nouvelles eaux de toilette estampillées by Reda Fawaz s'est passé dans un parfum de chaud glamour avec invités tirés à 4 épingles, recrutés dans le milieu de la mode et de la haute société ivoirienne. J'ai hâte d'avoir des étoiles dans les yeux. Donc voilà, j'ai pas pour habitude d'être présente dans toutes les cérémonies, mais celle-ci, j'avais vraiment envie d'y participer. Le thème qu'il présente depuis tant d'années est celui-là même qui donne du rêve à la jeunesse et dire à la jeunesse que le rêve est permis, qu'il faut y croire et il faut se battre, il faut croire en ses rêves et à force d'y croire et de travailler, on arrive à ses fins. Selon Reda Fawaz. Voilà, la Commission électorale nationale du Libéria a fixé au 26 décembre le second tour du scrutin présidentiel entre l'ex-star du football, George Weah, et le vice-président sortant, Joseph Boakai, a annoncé son président, Jérôme Okorkoya, conformément à l'injonction de la Cour suprême à la Commission électorale. Et sachez que le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté Paris ce mercredi 13 décembre aux environs de midi pour Abidjan. Le chef de l'État était à Paris en France pour prendre part au sommet sur le climat One Planet Summit. Et nous terminons avec cette information. Le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan, lui, a pris part hier mardi au Forum Investi en Côte d'Ivoire à Sao Paulo. Il va également s'entretenir au Brésil avec des chocolatiers et broyeurs. Après le Brésil, le vice-président ivoirien est attendu aux États-Unis d'Amérique. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et restez avec nous sur RTI.